Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le débat sur le suicide médicalement assisté relancé. Un jury citoyen préconise de légaliser et d'autoriser l'euthanasie dans certains cas exceptionnels. Alors qu'une très large majorité de Français se déclare favorable à une loi autorisant l'euthanasie, que va faire le gouvernement des conclusions de cette conférence citoyenne? Analyse à suivre. La traçabilité de centaines de chevaux falsifiés par un réseau très organisé dans le sud de la France. Nouveau scandale. Après avoir servi de cobayes dans les laboratoires, les animaux auraient été revendus sur les étals. Le procureur de la République de Marseille assure qu'il n'y a pas de preuve de danger pour la santé pour le moment. Tous les détails dans ce journal. Pas de cadeau de Noël de la part du gouvernement pour les 3 millions de salariés au SMIC. Si le salaire minimum augmentera bien de 1,1% le 1er janvier, l'exécutif n'a pas voulu ajouter un coup de pouce à cette hausse légale. Le décryptage de Jean-Luc Gombaud. À l'approche des municipales, UMP et PS se rejettent la responsabilité de la montée du Front National. Droite et gauche s'accusent mutuellement de favoriser le parti de Marine Le Pen et chacun organise sa riposte pour contrer le Front National. On en parle avec le vice-président de ce parti, Louis Alliot, tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le procureur de la République de Marseille a insisté sur ce point. Il n'y a pas de preuve de danger sur la santé pour le moment. Après le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de viande de cheval dans le sud de la France, la question d'un nouveau scandale sanitaire se pose et c'est maintenant à la justice de trancher. Les détails avec Marie Brémaud. 4 vétérinaires, un grossiste, au total 21 personnes interpellées dans le sud de la France. L'aboutissement d'une longue enquête sur un nouveau trafic de viande de cheval. Ces chevaux ont abouti à l'abattoir à un rythme d'environ 50 chevaux par semaine à l'abattoir de Narbonne. Ça fait à peu près 200 par mois donc. Et ces chevaux provenaient pour partie seulement d'un laboratoire de la région lyonnaise, à savoir Sanofi Pasteur. Ces bêtes, utilisées par les laboratoires pour fabriquer des anticorps contre la rage, le tétanos ou différents venins, auraient donc été vendues dans des boucheries chevalines, et ce grâce à des certificats falsifiés. Mais le ministre délégué à l'agroalimentaire s'est voulu rassurant quant au risque potentiel pour le consommateur. À ce stade, rien ne permet de dire qu'il y a un risque sanitaire. Attendons les conclusions de l'enquête. Ce qui est supposé, c'est qu'il puisse y avoir une fraude. C'est pour ça que l'enquête a été déclenchée. Pour l'heure, il s'agit, selon le procureur de Marseille, d'une fraude aux normes sanitaires, mais pas d'une fraude sanitaire. Une nuance importante qui pourrait changer au fur et à mesure de l'enquête. Légaliser le suicide médicalement assisté, c'est la principale conclusion de la conférence citoyenne sur la fin de vie. Alors celle-ci recommande d'avancer sur ce sujet délicat sans toutefois, c'est important, autoriser l'euthanasie sauf dans des cas exceptionnels. Les explications avec Mounir Soussi. Au moment de rendre leur copie, les 18 citoyens font plusieurs recommandations. Renforcer l'offre de soins palliatifs dans le pays et permettre aux médecins d'administrer de hautes doses de sédatifs aux patients en phase terminale pour atténuer la douleur. Cette conférence de citoyens, c'est l'idée que la réflexion collective, quand elle se fait dans la diversité, peut amener à des idées originales. Tellement originales qu'elles prennent le contre-pied de l'avis du Comité consultatif national d'éthique qui supervisait l'opération. Le panel met en avant 2 propositions potentiellement explosives, la légalisation du suicide médicalement assisté et la création d'une exception d'euthanasie. Certains politiques sont avides d'avoir la parole des Français. Maintenant qu'on l'a, maintenant qu'ils l'ont, à eux de faire en sorte qu'on soit écouté. Voilà. Donc je sais qu'il y a des choses qui peuvent être dérangeantes, mais c'est une réalité qui existe déjà. Il pointe aussi la faible application de la loi Leonetti de 2005 et précise que l'euthanasie ne pourrait être autorisée qu'après la réunion d'une commission de personnel soignant avec les familles pour décider au cas par cas. L'interdiction de l'euthanasie met
avec la possibilité ouverte de réfléchir à la mise en œuvre d'une exception d'euthanasie, mais vraiment cantonnée à des cas exceptionnels. Malgré ces garde-fous, certaines associations craignent que l'exception n'ouvre une porte difficile à refermer. On a un exemple en Belgique qui montre que l'exception d'euthanasie n'existe pas puisqu'aujourd'hui les Belges viennent de voter une loi pour étendre la loi aux mineurs. Donc de l'exception, forcément, on en arrive à un droit et aujourd'hui, en Belgique, on s'aperçoit que ça devient une norme. François Hollande se retrouve face à une de ses promesses de campagne. Il devrait trancher en 2014 avec un projet de loi. Un hommage national a été rendu en fin de matinée aux Invalides à Paris, à Nicolas Vauquer et Antoine Le Quignot. Les deux soldats sont morts au début de l'opération Sangaris en Centrafrique. Le président de la République est également revenu sur le contexte de cette intervention. Il y avait urgence, a-t-il insisté. On l'écoute. La France n'a pas d'intérêt autre que de sauver des vies en Centrafrique. Elle ne vient pas pour installer un régime ou pour en défaire un autre. Elle n'est pas partie prenante d'un conflit. Notre but, notre seul but, avec les Nations Unies, c'est de restaurer l'état de droit. Et puis dans l'actualité aujourd'hui, pas de cadeau de Noël de la part du gouvernement pour les 3 millions de salariés au SMIC. Si le salaire minimum augmentera bien de 1,1% le 1er janvier, eh bien l'exécutif n'a pas voulu ajouter un coup de pouce à cette hausse légale. Les détails avec Marie Brémaud. 3 heures de nouvelles négociations au ministère du Travail pour un scénario qui se profilait depuis quelques jours. Pas de coup de pouce en 2014 du gouvernement au SMIC, mais une hausse légale de 1,1%. Dans le contexte actuel, il nous a paru aujourd'hui impossible de faire plus, sachant que 0,5% de pouvoir d'achat supplémentaire, c'est déjà un chiffre plus élevé que celui qu'on avait pu constater les années précédentes. Je rappelle simplement que ça donne 15 € par mois de plus au niveau du SMIC, ce qui est une somme qui, pour les gens qui sont payés au SMIC, n'est pas négligeable. Si les organisations patronales se réjouissent de cette décision, les syndicats estiment que cette augmentation est largement insuffisante au vu des difficultés rencontrées par les 3 millions de smicards. Ça va plomber un peu plus la consommation, ça va plomber un peu plus le pouvoir d'achat, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Le gouvernement s'en tient donc au minimum et suit ainsi les préconisations d'un groupe d'experts sur le SMIC. Mais les syndicats y voient surtout l'influence du patronat. Nous avons en face un gouvernement qui ne nous entend pas, qui est sourd. Par contre, quand les entreprises interviennent, elles sont entendues. Alors il y a 2 poids 2 mesures et je considère que c'est une inégalité et qu'il est temps que le gouvernement donne un signe fort aux salariés et en démontrant que vraiment c'est le président du pouvoir d'achat. C'était une promesse de campagne de François Hollande, indexer une partie du SMIC sur la croissance économique. Les salariés attendent toujours. La suite du journal avec nos invités ce soir. D'abord l'invité politique du 22h, lui, Alliot, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vice-président du Front National. Avec nous également Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Institut de sondage Polling Vox. Et puis notre chroniqueur, Jean-Louis Combeau, nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors dans l'actualité aujourd'hui, il y a d'abord, on vient de le voir, les conclusions de cette conférence citoyenne sur la légalisation du suicide assisté. C'est le débat sur la fin de vie. Jérôme Sainte-Marie, pour les Français, dans les sondages que vous réalisez, le débat est tranché. Ils sont dans une très large majorité pour aller plus loin, justement, sur ce sujet. En toute transparence, je n'ai pas de sondage récent sur la question, mais ce que j'ai pu observer au fil des années montrait une progression régulière de l'approbation de différentes formes d'euthanasie. C'est lié en grande partie aussi au déclin de la pratique religieuse et des attaches catholiques en réalité de la population. Ça joue très fortement. Et c'est sans doute aussi un nouveau rapport, si vous voulez, au corps, à la santé, si j'ose dire, qui joue. En tout cas, le résultat, quelle que soit la manière dont on pose la question, est désormais majoritairement favorable. Lui, Alliot, pour vous, la loi Leonetti, elle est suffisante aujourd'hui? Il faut des avancées? Non, elle est suffisante. Elle trouve un équilibre, si vous voulez. Et jusqu'à présent, on ne voit pas pourquoi on irait plus loin. D'ailleurs, à part quelques groupes... Quand les soins palliatifs et la batterie des antidouleurs utilisés n'apportent plus de solution, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Il y a les sondages d'un côté, et j'écoutais moi ce matin une série de reportages qui font parler l'humain.
de gens qui ont vécu ces situations, et on s'aperçoit que c'est très partagé, et qu'aujourd'hui, avec les soins palliatifs, l'entourage du malade en fin de vie, on arrive à des choses très, très structurées, très humaines, il faut bien le dire. Et donc, moi, je remets quand même en cause ces sondages sur des sentiments, sur l'intime, qui ne veulent pas nécessairement dire quelque chose. Une très large majorité, une écrasante majorité de Français qui sont pour autoriser l'euthanasie. On n'est même plus là dans le suicide médicalement assisté. Oui, non, c'est que, encore une fois, comme il s'agit d'un domaine sur lequel il y a l'action du législateur, il n'est pas aberrant de demander l'opinion des citoyens, c'est tout. Voilà, c'est 92% de Français favorables dans un sondage publié en novembre. Oui, Jean-Luc Gombault. 92% de gens qui sont généralement en bonne santé. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est est-ce que ces sondages... dans leur entourage, dans leur famille... Pas toujours. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on demande aux médecins ce que les gens en fin de vie sont-ils majoritairement à 92% pour une solution de ce type, le pourcentage généralement diminue. Enfin, c'est le témoignage que je peux recueillir en interrogeant des médecins. En fait, c'est une réponse à une question abstraite pour la plupart des gens qui ne sont pas directement concernés. Vous vous rappelez la fable de La Fontaine sur le vieil homme et la mort, qui appelle la mort, et quand elle arrive, il dit non, recule, va-t'en, mais là, etc. on est dans la remise en cause des sondages, alors. Non, sur ce point particulier. Oui. Sur ce point particulier. On ne vit pas non plus sous la dictature des sondages, à un moment donné. C'est une question... Reconnaissez que c'est un thermomètre, quand même. Non, oui, mais c'est une question. Je vous signale que les sondages, 2 mois avant le référendum en 2005 sur l'Europe, donnaient le oui gagnant, le non l'a emporté. Quand ils vous sont favorables, vous les citez avec plaisir, ces mêmes sondages. Monsieur Alliot est pour l'euthanasie de l'Europe, de toute façon. Nous ne vivrons effectivement pas sous la dictature des sondages. D'ailleurs, c'est parce que nous ne vivons pas en dictature qu'il y a des sondages. Donc, encore une fois, c'est un sujet qui est abstrait, pour revenir au sujet central, qui est abstrait pour les gens, mais la plupart des sujets sont abstraits. Par ailleurs, encore une fois, ça peut changer, par rapport à ce que vous disiez, l'euthanasie, en tout cas dans les sondages présentés comme un acte qui serait un acte volontaire. Donc, c'est assez logique que ça puisse varier selon les périodes. Encore une fois, c'est un droit qui est reconnu par l'opinion, ce n'est pas une obligation. Le chef de l'État s'était engagé à faire voter une loi sur le droit de mourir dans la dignité, avait-il dit. Ça vous fait un petit peu... Parce qu'il a tellement promis, François Hollande. C'est un sujet sensible, mais je croyais que vous ne vouliez pas qu'on avance sur la loi. C'est un sujet sensible. On ferait mieux de s'occuper du chômage, on ferait mieux de s'occuper de l'insécurité, des dérives de l'Europe, de Bruxelles, des choses concrètes. L'euthanasie, à mon avis, ce n'est pas la première priorité de l'opinion publique. Elle touche dans la chair beaucoup de Français. Ça fait partie de l'enfumage du Parti socialiste et du gouvernement qui, pour éviter qu'on parle des choses qui touchent les citoyens socialement, économiquement, vont chercher des sujets sociétaux dont ils savent qu'ils divisent quand même la France et les Français et dont ils espèrent en tirer un bénéfice électoral à court terme dans les élections municipales. Ces sujets existent, les gens les vivent malheureusement. Oui, bien sûr, mais l'enfumage. Alors parlons justement des sujets concrets également, c'est le pouvoir d'achat. L'autre actualité, Jean-Luc Gombault, elle est économique avec le choix du gouvernement. Ce n'est pas une surprise de ne pas accorder le coup de pouce supplémentaire au SMIC. Le salaire minimum, on le précise, augmentera bien de 1,1% au 1er janvier. C'est automatique, mais pas plus. Pourquoi ? Pas plus parce qu'il y avait des raisons sans doute économiques et politiques. Les raisons économiques sont généralement connues, c'est que l'augmentation du SMIC provoque une augmentation du coût salarial pour les entreprises que l'on chiffre à 450 millions d'euros globalement, et puis aussi pour l'État, parce que l'État embauche beaucoup de smicards. Sur les 3 millions et quelques de smicards, il y a 1 million de gens qui travaillent dans la fonction publique, et augmenter le SMIC plus que ce que demande la loi, aurait provoqué un coût de l'ordre de 350 millions pour l'État. À cela s'ajoute le fait que vous savez que les dégrèvements de charges sociales augmentent avec le SMIC, c'est-à-dire que on baisse les charges sociales jusqu'à 60% au-dessus du SMIC. Si vous augmentez le SMIC, vous augmentez les dégrèvements de charges sociales, et ça aurait coûté 700 millions à l'État. Vous additionnez le tout, l'État a dit non, je ne verrai pas plus loin. Et puis il y a une raison politique, parce qu'en fin de compte, si on avait fait un coup de pouce, il n'aurait pu être que modeste. On aurait dit, c'est pas un coup de pouce, c'est un coup d'auriculaire, c'est pratiquement rien du tout. Ce qu'aurait dit l'opposition tout de suite. Il aurait dit, évidemment. Donc, de toute façon, les critiques politiques, elles auraient été là. Et enfin, surtout, monsieur Hollande veut fixer un cap. Il veut dire qu'il tient une ligne. Sa ligne, c'est rigueur, c'est compétitivité. Et évidemment, dès que le moindre écart lui aurait été reproché. Justement, sur le point... Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ce qu'il vient de dire ?
Le monsieur a tout dit. Oui. Simplement, ce que vient de dire monsieur, c'est que c'est dans la feuille de route de la Commission qui a encadré le budget de l'État. Non, c'est la Jean-Louis vérité. Gourbaud a dit on ne distribue que ce que l'on a. Mais c'est pas possible. On ne peut pas faire autrement. Dans les conditions de négociation que la Commission a validées, en quelque sorte, dans le budget de l'État, la Commission européenne, il était marqué, je veux dire, textuellement, qu'on ne pouvait pas augmenter le SMIC plus de, etc. Et on tombe dans la fourchette légale, il y a c'est-à-dire aussi le 1%. l'aspect économique, parce que le gouvernement n'alourdit pas aussi le coût du travail. Il pense donc d'abord à l'emploi, et sa logique à lui, c'est l'emploi qui va amener le pouvoir d'achat. Il ne pense pas à l'emploi, il est dans le statu quo. On a une période de crise, de déficit budgétaire, de compétitivité en berne, et le gouvernement fait face là à une crise qu'il ne peut maîtriser parce qu'il ne se donne pas les moyens de la maîtriser. Le SMIC, ça fait partie d'une toute petite variable d'ajustement sur laquelle il ne peut pas appuyer. Vous auriez distribué parce que vous avez une hotte du Père Noël toute pleine. Mais c'est pas ça, la hotte du Père Noël, c'est de renégocier l'Europe pour reprendre un peu de liberté, tout simplement. Jérôme Sainte-Marie. Oui, il faut bien voir effectivement que là, le gouvernement a au moins deux publics. Il y a effectivement l'opinion. Et ça, je suis désolé de réciter un sondage, mais un sondage Politvox dans 20 minutes, voilà. Ce qui est assez frappant, c'est de voir quand on demande aux Français, en spontané, de quoi ils se souviennent en bien de l'action de François Hollande depuis son arrivée au pouvoir. Je crois qu'il y a 2% d'entre eux qui arrivent à citer un sujet social. Inversement, quand on demande de quoi ils se souviennent en mal, le manque d'efforts pour les plus démunis apparaît très nettement. Et pas seulement parmi les classes populaires, en général, ça apparaît très fortement. Donc là, on voit bien que le gouvernement ne répond pas à cette demande. Mais en même temps, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a un autre public, c'est effectivement les marchés financiers, c'est effectivement l'Europe, c'est effectivement l'interview de M. Mario Draghi, je crois, hier dans le JDD, qui montre que nous agissons clairement sous surveillance. Alors on va parler à présent de ce qui va venir. Ce sont évidemment les municipales et les différents partis, dont le vôtre, qui sont en ordre de bataille. Parlons encore un moment et avec un mot des sondages. Jérôme Sainte-Marie, que peut-on dire des intentions de vote en faveur du Front National et en particulier chez les jeunes ? Alors, vous parlez sans doute des élections municipales. Oui. Là-dessus, et Politvox en réalise aussi, en publie aussi, mais en accompagnant ces intentions de vote d'une énorme précaution. Il est impossible aujourd'hui d'estimer le volume de l'abstention. Or, pour parler du Front National, l'électorat du Front National est souvent un électorat jeune, populaire, etc., et par plus ou moins bien intégré socialement, et en général, hein, et qui est dans certaines zones, notamment dans le Nord, particulièrement sensible à la montée de l'abstention. Pour dire les choses autrement, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils vont aller voter à gauche ou qu'ils vont aller voter pour le Front National ou pour le MP. On n'est pas sûr en réalité qu'ils vont aller voter. Et on le saura, ça uniquement, j'espère, dans les dernières semaines. En tout cas, ce que l'on voit dans les études locales, publiées ou pas, c'est là où il y avait des listes en 2008, une augmentation, une multiplication de l'ordre de 2 ou 3 du score escompté du Front National, d'après ses intentions de vote toujours fragiles. Et généralement, on est à 2 ou 3 points en deçà du score qu'avait atteint dans les villes où j'ai travaillé, en tout cas, Marine Le Pen à la présidentielle. Donc un score très élevé. Pour dire les choses autrement, 10% c'est le seuil de qualification, 10% est suffrage exprimé, c'est un seuil assez bas en réalité, de qualification pour le second tour. Il y a de nombreuses villes, de nombreux secteurs, je pense à Marseille par exemple, dans lequel le Front National pourra imposer les triangulaires, voire peut espérer l'emporter. Alors intention de vote évidemment ne veut pas dire vote, on va rester très prudent, mais par rapport aux jeunes, Lialio, c'est une stratégie de votre part d'approcher les milieux étudiants. Après le collectif, on s'en souvient, Racine, c'était pour les professeurs. Il y a une volonté de votre part avec un nouveau collectif, un Bara, vous allez me confirmer, pour s'insérer justement dans le milieu étudiant? Je ne suis pas persuadé qu'il porte ce nom, mais le collectif est en construction, c'est vrai, chez les jeunes étudiants, on va dire. Hein. On était un peu absent de l'université et même des lycées. On est en train de s'y réintéresser parce que justement, nous avons eu une arrivée, pas pour dire massive, mais de jeunes dans la tranche 17-25 ans qui méritent effectivement... Une arrivée, comment vous la voyez? Mais on est arrivé de quand Marine a pris le Front National en 2010 et aujourd'hui, on a 75 000 adhérents aujourd'hui et la part des jeunes a, on peut dire, triplé, voire quadruplé. Et pour séduire ces jeunes, vous iriez jusqu'à changer de nom du parti? Ça, c'est un débat qui... Oui, non? Non, mais c'est pas un tabou chez nous. Non, mais je vous pose la question, parce que vous avez l'air surpris. Pour l'instant, non. Mais je veux dire, c'est peut-être des choses que nous soumettrons au peuple des adhérents. C'est eux qui quand même décident de l'avenir de leur mouvement. Votre avis personnel, vous en avez un sur le nom de votre parti? Très honnêtement, plus on avance, plus nous nous présentons aux Français tels que nous sommes, plus ils nous perçoivent tels que nous sommes, et moins, je pense, nous serons obligés de changer de nom. Ah, donc vous êtes défavorable à un changement de nom? À titre personnel, oui, mais ça ne me gênerait pas outre mesure, il faut bien le dire.
Alors vous pourriez changer de nom, mais pas d'ADN, comme le dit Henri Guénaud, le député UMP, qui a publié une tribune ce soir dans le quotidien Le Monde, qui est intitulée « Le FN ou le contraire de la fraternité ». Alors il dit en substance, il ne faut plus attaquer, critiquer le Front National comme certains le font actuellement, en l'accusant de parti raciste ou xénophobe. Ça ne sert à rien, puisqu'il n'est pas interdit ce parti, mais il faut voir son ADN, dit-il, sa conception. Et ce parti a toujours eu besoin d'ennemis pour exister. Sa nature est d'être l'instrument d'une colère. Il est marqué par une radicalité inhumaine. Que répondez-vous à cela? Je réponds que M. Guénaud, j'ai lu son papier, rapidement, il faut le dire, mais se trompe, parce que le seul ADN qui est changé, c'est le sien. J'ai connu un Henri Guénaud, moi, qui défendait la souveraineté de la France, l'indépendance nationale, une espèce de gaullisme patriote, attaché à des valeurs, etc. Il a été le principal conseiller de M. Nicolas Sarkozy et il a toléré tout le contraire. Traité budgétaire européen, Europe de Bruxelles, tout l'inverse de ce pourquoi il s'était battu, j'allais dire, tout au long de sa carrière politique. Je le prends très honnêtement, moi, pour un arriviste, je vous le dis franchement, un arriviste de qualité, cultivé, tout ce qu'on veut, mais un arriviste quand même qui est capable, auprès d'un président, de lui conseiller l'inverse de ce qu'il pense réellement. Et c'est en cela qu'il est assez faussaire dans son analyse. Là, ça se critique sur lui, sur la politique qu'il a menée avec le président Nicolas Sarkozy, mais pour sa critique sur vous, quand il dit « vous êtes marqué par une radicalité inhumaine », vous surfez sur une colère. C'est quoi la radicalité inhumaine? Ça ne veut rien dire. Nous n'avons jamais été au pouvoir, nous sommes dans l'opposition. Nous n'avons jamais, comme lui, participé à l'élaboration de programmes et d'une politique qui a été sous Nicolas Sarkozy quand même, une politique assez grave d'endettement, de violence au sens social du terme. C'est lui qui porte cette responsabilité. Nous, très honnêtement, nous sommes des observateurs et des spectateurs de sa politique. Jean-Luc Gombault ou Jérôme Sainte-Marie, peut-être dans les sondages, l'image du Front National, peut-être. L'image du Front National s'est améliorée, on le sait bien. L'image de Marine Le Pen est bien supérieure à celle de son père. Sa cote de popularité est de l'ordre de 25%, je pense même au-dessus, souvent. Là-dessus, c'est vrai que ce type d'argument sera du mal quand même à passer. Je crois que les Français ont un rapport, si j'ose dire, existentialiste à la politique, c'est-à-dire que l'existence précède l'essence. Poser la question de l'essence profonde des partis, des individus, au fond, c'est les actes et les prises de position qui sont déterminants. En tout cas, on voit que sur ce Front National, ça a beaucoup évolué. Ce que l'on voit dans cette interview, ce qui me paraît important, c'est la préparation du discours que pourra tenir l'UMP pour éventuellement interdire à ces élus locaux d'être tentés par d'éventuelles fusions de listes entre les deux tours des municipales. C'est bien cette perspective, cette échéance des municipales qui, à mon avis, commence à affoler un petit peu les compteurs. Jean-Luc Gombault. Il y a le cadrage politique que vous venez de rappeler, mais il y a aussi au niveau local quand même l'image des candidats locaux que personne ne connaît et qui ne sont pas connus. Alors comment va se traduire cette amélioration de l'image à l'échelle globale pour vous, avec le fait qu'on met un bulletin de vote pour quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ou qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît. Et qui ne correspond pas du tout à l'image que donne M. Guénaud de nous. Je veux dire, quand je me balade moi-même dans les rues de Perpignan, les gens me connaissent parfaitement, ils voient qu'ils n'ont pas à faire... Vous êtes M. Alliot. Non, mais d'accord, mais on a une installation locale, on y vit, etc. Quand ils vont lire demain le papier de M. Guénaud, puisque ça va arriver en province demain, ils vont dire M. Guénaud, il est bien gentil, mais il a gouverné la France pendant 5 ans. Alors vous parlez de ça, en attendant, il y a beaucoup de recrues qui sont partis également. Non, 3, pas beaucoup, 3 sur 750. Avec quand même des arguments fracassants. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur ce point? Les arguments fracassants, la plupart du temps, ce sont eux aussi des faussaires d'ailleurs, contre qui nous avons déposé plainte. Non, tous faussaires, alors après tous pourris, tous faussaires. 3 sur 750, c'est quand même très peu. Si vous voulez qu'on s'intéresse à tous ceux qui ont quitté le Parti Socialiste ou l'UMP, laissez-moi vous dire que la liste est beaucoup plus longue. Conclusion d'Henri Guénaud, pour finir avec cette tribune, il dit une chose est sûre, le Front National n'est pas le nom de la fraternité. C'est un mot tabou pour vous, un gros mot? Je sais bien qu'on en est à l'hommage à Mandela et que tout le monde doit être fraternel en cette période, mais encore une fois, je ne vois pas la fraternité, elle fait partie de la devise de la République, et je ne vois pas en quoi nous serions moins fraternels ou moins solidaires ou moins national que d'autres. Et de ce point de vue-là, j'ai du mal à cerner l'analyse. On se demande ce qu'il a voulu dire, si ce n'est quand même qu'il s'apprête, je pense, à fabriquer son propre parti politique. C'est ce que j'ai lu entre les lignes. Quand même, M. Alliot, vous choisissez vos frères.
C'est-à-dire que quand même, le concept de fraternité, c'est un concept général. Vous choisissez vos frères. Politique sociale, politique du logement dans votre programme, réservé uniquement à vos frères français, pratiquement, et les autres... Écoutez, sous le règne de la République française, il n'est pas inutile de s'occuper d'abord comme vous dites, de ses frères français plutôt que des frères qui viennent d'ailleurs. Ça ne paraît pas en soi choquant au moment où il y a 9 millions de pauvres et 5 millions de chômeurs. Ça, j'avoue que ça ne me choque pas des masses. Ce qui se passe, je crois, d'important dans le discrédit actuel du pouvoir en place et dans la déception des sympathisants de gauche, des anciens électeurs de François Hollande, c'est qu'au fond, c'est au-delà du gouvernement, ça c'est pas très important, mais c'est l'espérance sociale portée par la gauche qui est atteinte. C'est le projet social-démocrate en réalité qui est atteint, ce qui fait que les gens qui sont en difficulté, ou les citoyens en général, ont tendance à adopter la grille de lecture nationale en disant là au moins il y a encore la possibilité de retrouver un peu davantage de biens. Enfin, quand le gâteau ne s'élargit pas, etc., ils se disent on va se faire partager entre nationaux et non nationaux. Se rajoute à cela un autre thème, parce que souvent pour critiquer le Front National, c'est le thème de l'Europe qui est utilisé. Il faut bien voir qu'aujourd'hui le discrédit, à tort ou à raison encore une fois, mais en termes d'opinion, le discrédit de la construction européenne est immense et grandissant. En tous les cas, cette tribune, elle sonne aussi le début de la riposte et on peut dire que les élections municipales sont lancées. Et tant mieux, parce qu'on va pouvoir aussi s'occuper des arguments de M. Guénaud et de l'UMP. Et des arguments de fond également, surtout d'abord. Très bien, parfait, le débat d'abord. Merci, Louis Alliot, d'avoir été notre invité. Merci, Jérôme Sainte-Marie et Jean-Louis Gombault. Merci à vous. Et puis, en bref, ce soir, le Sénat qui rejette pour la seconde fois la réforme des retraites après l'avoir vidée de ses principales dispositions aux grandes dames des socialistes qui ont préféré ne pas prendre part au vote. La quasi-totalité des sénateurs de droite, communistes, écologistes et RDSE ont voté contre ce texte. La dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité en France et dans le monde. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Agathe Pekasta. C'est une lutte qui dure depuis près de 2 mois. Aujourd'hui encore, 2000 à 4000 sages-femmes ont manifesté à Paris pour une meilleure reconnaissance de leur profession. Objectif, obtenir un statut médical leur permettant d'être plus autonomes. Salaire trop faible, niveau d'études élevé, les sages-femmes luttent pour être reconnues à la hauteur de leurs compétences. Je suis des grossesses, je fais du suivi de gynécologie de prévention, je fais des accouchements seul dans 65% des cas. Je suis en première ligne lorsqu'il y a des complications. Lors de la réunion cet après-midi au ministère de la Santé, le collectif en grève a claqué la porte face aux propositions. Le Premier ministre a entamé une visite de 2 jours en Algérie, une visite très économique. Accompagné de 9 ministres, Jean-Marc Ayrault doit redonner un second souffle aux relations commerciales entre les 2 pays. À l'inverse de la Chine, ces derniers mois, la France a perdu sa place historique de premier fournisseur. Benoît Hamon présente ce soir son projet de loi sur la consommation à l'Assemblée nationale. Au cœur de la polémique, 2 amendements visant à ouvrir la vente de lunettes en grande surface et sur Internet. La fin d'un monopole pour les opticiens diplômés. Le ministre de la Consommation souhaite faire jouer la concurrence sur ce secteur et donc faire baisser les prix. Un bras de fer qui s'annonce complexe. Le gouvernement allemand est en ordre de marche. Angela Merkel a annoncé sa composition de grande coalition qui compte 15 ministres. Parmi eux, Ursula von der Leyen. Elle devient la première femme ministre de la Défense. Sans surprise, Wolfgang Schäuble est reconduit au ministère des Finances, l'homme fort de la rigueur en Europe. Du côté des grands perdants, la chancelière reste bonne joueuse. Le leader du SPD sera ministre de l'économie et vice-chancelier. Et le dessin du jour est signé Plantu pour Le Monde. Le dessinateur fait un hommage à l'acteur Peter O'Toole. L'interprète de Laurence d'Arabie vole au secours du président de la République en Centrafrique. Et on arrive à la fin de ce journal. Restez avec nous. Comme tous les lundis, place à votre soirée documentaire sur Public Sénat avec un film intitulé ce soir « Déchets radioactifs, 100 000 ans sous nos pieds ». Merci de votre fidélité. Belle et douce nuit. À demain à 22h et avec plaisir bien sûr.